Bonsoir à tous, bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Hervé Génésec, où nous allons aborder un sujet fort important que j'avais déjà abordé il y a ça pas mal de temps avec le docteur Emmanuel Carrière sur les ondes scalaires. Et donc là, on va surtout parler, informer les gens en quoi ça consiste les ondes scalaires. On va un petit peu creuser sur tout ce sujet qui est fort intéressant. Bonsoir docteur, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Mais avec plaisir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors, avant de commencer, je lance mon générique et puis je vous dis à tout de suite. Votre soutien est essentiel pour faire grandir la chaîne et continuer à vous proposer des contenus de qualité. Chaque don, quel que soit le montant, me permettra de poursuivre notre passion et de vous offrir toujours plus de vidéos captivantes avec des invités de qualité. Ensemble, faisons de cette chaîne un lieu d'inspiration et de joie. Merci à vous. Alors, docteur, avant de commencer, je vais vous présenter. Vous allez me dire si je me suis trompé. Alors, vous êtes vétérinaire, acupuncteur, biologiste, et ça fait plus de 40 ans que vous vous posez des questions au niveau de la nature de l'énergie sur les corps vivants. Oui, c'est un peu ça. Effectivement, c'est important de souligner au début que je suis un docteur vétérinaire. Ça signifie un sens de l'observation différent sur la médecine de tous les jours, celle qui concerne l'homme, bien sûr, mais sur la biologie en général. Et cette biologie, aujourd'hui, elle a été bien oubliée, perdue. Le bon sens a été perdu aussi. Aujourd'hui, la médecine est surtout axée sur la prescription de médicaments d'ordre chimique et sur le profit. On en discutait à l'instant. C'est-à-dire que le but n'est pas tellement de soigner les gens, mais de faire de l'argent sur telle ou telle molécule qui pourrait amender, au moins à court terme, tel ou tel symptôme. Bon, on en est là. Alors, c'est très, très pauvre par rapport à la médecine avec un grand M, que pratique, il faut le souligner, quand même beaucoup de médecins encore aujourd'hui, des médecins qui ont fait le serment d'Hippocrate, des médecins qui se sont vraiment engagés avec leur cœur pour soigner les gens, parce qu'ils avaient tout simplement de la compassion pour ceux qui souffrent et de l'empathie pour ceux qui sont en face d'eux et qui doivent, qui leur posent leurs problèmes et qu'ils sont censés résoudre, bien sûr. Donc tout ça, c'est un vaste sujet et bien sûr, c'est pas seulement de l'antisymptôme avec une prescription rapide en pensant que ça va aller, quoi. En gros, non, c'est pas ça. Alors en fait, on pourrait diviser la médecine en deux grandes catégories de prescription. Ça, j'aime bien commencer par là. Rendre hommage d'abord à la médecine allopathique et donc à la chimie pure et dure, que sont les antibiotiques, les anesthésiques, les vermifuges, toutes sortes de molécules qui sont utilisées autour de la chirurgie, par exemple. Ce sont des produits qui sont utiles dans l'urgence et la médecine des urgences vraiment trouve complètement ses indications avec les remèdes allopathiques. Donc, symptômes, antisymptômes, il faut à ce moment-là faire vite et injecter des solutés quand il manque du volume dans les vaisseaux, injecter des antibiotiques quand il y a eu une grosse infection, une septicémie. Bon, ça, c'est la médecine des urgences, très important et il faut le souligner, et ça, c'est la réussite de l'allopathie. Mais il existe un autre abord qui doit être complètement différent, c'est celui des maladies chroniques,
où les gens souffrent en même temps de maux de tête, de troubles des règles, d'insomnie, de mal au bras ou que sais-je encore. Et donc, ces plurisymptômes, en fait, procèdent de dérèglements plus généraux, plus chroniques aussi. Donc, on a le temps d'agir. C'est pas, on n'a pas besoin de réagir dans l'instant. C'est pas mortel en soi. Ça peut l'être, bien sûr, à long terme. Mais il faut à ce moment-là adopter une autre stratégie, une autre mentalité. Moi, j'appelle ça la médecine puzzle ou la médecine des hologrammes, c'est-à-dire qu'il faut à la fois faire intervenir des notions d'environnement, des notions de phytothérapie, aromathérapie. Il faut à la fois s'occuper donc de la diététique, bien sûr, de la nutrition, des suppléments nutritionnels qu'on pourrait ajouter, que quelques médicaments, pourquoi pas, qui stimuleraient la physiologie, comme les hormones. Enfin, vous voyez, donc il faut être en fait pluridisciplinaire et il faut arriver à optimiser toutes ces disciplines pour votre patient, alors que ce soit un animal ou un humain, c'est pareil en fait, hein, au final. Bon, moi, j'étais vétérinaire jusqu'en dans les années 90 et ensuite, depuis 30 ans, donc presque, je me consacre surtout à la biologie, à la nutrition et à la médecine de l'homme. Et j'ai le plaisir de coordonner l'activité d'un groupe à peu près de 300 médecins entre Suisse, Belgique, un petit peu l'Espagne, mais surtout France. Et donc, ce sont des médecins, des thérapeutes qui sont surtout homéopathes, qui sont acupuncteurs, qui sont… Enfin, donc, ils ont fait le chemin de la médecine autre, on va dire, la médecine alternative, tout en étant, bien sûr, avant tout, des thérapeutes de médecine allopathique, pourquoi pas, hein. Donc, je veux dire, il faut être large, il faut tout accepter. Ce ne sont que des outils au final, mais il faut savoir utiliser tel outil dans telle circonstance. Donc, comme on l'a dit, allopathie dans les cas d'urgence, par exemple, et puis d'autres outils dans les cas plus chroniques. Et puis, et ça, c'est ce qui fait notre spécificité. Il faut savoir aussi distinguer les outils qui répondent à la chimie, à la biochimie, et ceux qui répondent qui relèvent de la biophysique. Donc, vous voyez, donc les ondes scalaires, donc c'est le sujet de ce soir, entre autres, donc ça relève des outils qui relèvent de la physique. Et donc, si on n'est que biochimiste, on comprend rien en général à la biophysique. Et c'est sûr qu'il manque des outils, tout simplement. Donc, ça fait des pertes de chance pour les patients. Le premier outil bête de la physique, c'est l'aiguille des acupuncteurs, hein. Ce sont des petites antennes, des petits dipôles électriques et qui manipule le corps de lumière et le corps électrique du corps, de l'organisme. Bon, bah, c'est sûr que si vous abordez l'électricité du corps, c'est un autre sujet que d'aborder sa nutrition et les suppléments de vitamines, par exemple, hein. Mais Tout les à deux fait. sont utiles. Les deux sont utiles. Tout à fait. Et justement, comment est venu pour justement vous intéresser aux ondes scalaires avec votre parcours que vous avez eu? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à ce sujet? Et moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. En fait, j'ai commencé par être vétérinaire, comme je le disais, et avec les vétos, on a pu, dans les années 80, hein, je vous parle de ça, fin 79, j'ai appris l'acupuncture donc fin 78, 79, et puis ensuite, on a développé ça dans les années 80 avec les vétérinaires. Bon, pourquoi l'acupuncture? Parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir une mère qui était fan d'acupuncture et qui m'a, dans les années 70, qui était complètement avant-gardiste, hein, dans les années Oui. 70, elle m'a fait fréquenter quelques acupuncteurs. Et à cette époque-là, c'était vraiment les premiers. Et tout juste, le langage venait, les expériences venaient de Chine. On traduisait les manuels du chinois vers le français. Et après, il fallait traduire la discipline elle-même, l'acupuncture, de ce qui avait été traduit vers une réalité clinique. Et donc, c'était pas évident à l'époque. Donc, à l'époque, on n'y connaissait vraiment rien. Enfin, on avait les bribes, on avait les bases, mais en pratique, on s'est lancé avec un groupe de vétos dans la pratique de l'acupuncture chez les animaux. Et moi, j'étais le secrétaire général de l'association des vétérinaires acupuncteurs à l'époque. Après, ça s'est développé. Bon, moi, je suis parti vers d'autres horizons, mais l'idée était là. Si on utilise l'acupuncture, on fait de la physique en médecine. Et ces gens, les acupuncteurs, disent qu'ils manipulent l'énergie, le fameux chi.
Plus tard, j'ai fréquenté les Indiens et la médecine ayurvédique. Et eux, ils manipulent le prana. C'est quoi le prana? C'est quoi le chi? C'est quoi l'énergie? Et ça, c'était une question qui m'a toujours taraudé, on va dire, depuis les années 80. Donc, vous voyez, ça fait plus de 40 ans. Et là encore, j'ai eu de la chance, plutôt la chance, on la provoque, bien sûr. J'ai rencontré, là, c'était il y a une douzaine d'années, un monsieur qui est un physicien qui m'a fait vraiment comprendre ce qu'est l'énergie. Et en particulier, à travers lui, j'ai pu faire la connaissance du fameux Nikola Tesla. Nikola Tesla, c'est justement le précurseur, ou l'homme à l'origine de ce que plus tard on a appelé les ondes scalaires, puisqu'il a décrit une physique qui était différente de la physique des ondes radio, hein, donc des fameuses ondes hertziennes de Heinrich Hertz. Et donc, à l'époque, alors je vous parle là de fin 19e siècle, début 20e siècle, notre ami Nikola Tesla, un génie absolu de la physique expérimentale, l'homme aux 700 brevets, parlant 12 langues, dont le sanskrit, enfin, vous voyez un peu le cerveau, quoi. Donc, à cheval sur 3 siècles, c'est-à-dire que parmi les 700 brevets, il y a un tiers et des brevets, il les a lui-même promus et expliqués. Donc, entre autres, le courant alternatif, l'origine des radars, de la radio, des ordinateurs d'aujourd'hui. Et donc, même si, par exemple, pour la radio, il y a eu Marconi après qui est venu, mais il a utilisé pour ses inventions 7 ou 8 brevets de Nikola Tesla lui-même. Donc, pour vous dire qu'il a été vraiment avant tout le monde. Et c'est un homme qui était capable d'imaginer un appareil avec l'électronique de l'époque, de l'imaginer dans sa tête et de le construire, et ça marchait tout de suite. Donc, il avait une mémoire, une capacité en fait de concevoir et de mettre en pratique ensuite tout à fait phénoménal, exceptionnel pour son ensemble. Et donc, un deuxième tiers de ces brevets a été compris et utilisé après sa mort, donc en 1943. Donc, c'est un monsieur qui a vécu 87 ans quand même. Et puis, donc, un troisième tiers reste encore à découvrir pour le 21e et voire le 22e siècle. Et il est impressionnant. Et donc, lui, son domaine, bien sûr, c'était la physique. Et il disait, si vous voulez comprendre la vie, il faut que vous compreniez, il faut que vous parliez énergie, fréquence et vibration. Donc, vous voyez, c'était Nikola Tesla, les années 1910-1915. Voilà, donc ça, c'était lui. Et à l'époque, il a développé des technologies extrêmement puissantes d'envoi d'énergie sans fil, donc à distance. Et ça, il savait le faire il y a un siècle. Vous voyez, on ne l'a toujours pas fait. Aujourd'hui, il y a toujours des pylônes pour envoyer de l'énergie d'un point à l'autre avec des lignes haute tension. Donc, on a 120 ans de retard déjà sur ce sujet-là. Et ceux qui ont pris sa technologie de ces transferts d'énergie à distance sans fil, ce sont les Russes de l'époque qui ont acheté pas mal de ces brevets en 1918, je crois. Oui, c'est ça. Et donc, ces brevets, donc, ils ont continué à développer. Ils ont bien sûr, depuis lors, ils ont fait des progrès. Et celui qui a développé, compris les brevets Tesla en Europe, c'est Konstantin Meil. Hein, donc, c'est un professeur allemand des universités. Et c'est avec ce monsieur que je suis en lien depuis 12 années maintenant, 12-13 années. Et Konstantin Meil, comme je parle allemand, donc je suis allé le voir et il m'a dit pourquoi pas développer tout ce qu'on fait, tout ce que je fais, tout ce que j'ai promu en France et dans le monde francophone. Alors au début, j'étais un peu effrayé par la tâche, mais après, comme je traduisais pour moi, alors j'ai traduit pour les copains et au final, on a, avec un petit groupe, dans les années 2013-2014, vous voyez, ça a commencé à ce moment-là, Oui. on s'est dit, tiens, il y a une physique différente des ondes sinusoïdes, des ondes hertziennes. Et cette physique, c'est la physique des ondes de Tesla, on va dire, les ondes Tesla, développées par Konstantin Meil avec l'électronique d'aujourd'hui. Et Konstantin Meil nous a offert, entre guillemets, un petit générateur Tesla consistant en 2 antennes qui se répondent l'une l'autre. Et ces antennes sont sphériques et elles produisent donc des ondes spirales. Et les ondes scalaires, donc c'est comme ça qu'elle les a nommées Konstantin Meil, ce sont des ondes spirales d'un point à un autre
et qui sont donc des ondes qui vont cheminer sans se perdre. C'est-à-dire, elles ne perdent pas d'intensité avec le carré de la distance, comme les ondes hertziennes, comme les ondes électromagnétiques, si vous voulez. Donc, les ondes scalaires ne sont pas électromagnétiques. Elles franchissent les distances en se renforçant plus qu'en s'affaiblissant. Et bien sûr, ça a choqué. Et il y a beaucoup de physiciens qui ont dit, ben non, tout simplement, ça n'existe pas. Bon, en général, c'est facile à dire quand on ne connaît pas et qu'on ne veut pas savoir, ou plutôt que ça fait peur, ou que ça remettrait en cause Oui, un enseignement déjà reçu ou déjà donné. À ce moment-là, on dit, bon, ça n'existe pas, comme ça, on botte en touche. C'est ce qu'on appelle le grand courage de pas mal de scientifiques. Bref, ceux qui ont été courageux, c'est Constantin Mael et Nikola Tesla, bien sûr, en son temps. Et maintenant, on sait que ces ondes scalaires existent. On a pu les montrer de mille manières. En particulier les Russes, toujours pareil, ils ont été assez bons dans ce domaine-là. Ça reste encore marginal chez eux, ou en tout cas, ce qui est connu n'est pas d'ordre militaire. Je pense que les militaires russes connaissent pas mal de choses. Par exemple, les ondes scalaires pouvant traverser tout, y compris les blindages. Vous pensez bien qu'ils ont dû utiliser des générateurs d'ondes spirales qui traversent tout pour, par exemple, annihiler des sources de radar, hein, par exemple, ou des sources électromagnétiques. Alors, j'en sais pas beaucoup sur le sujet, mais il y a un livre qui a paru là-dessus et qui s'appelle La guerre des ondes scalaires et donc Constantin Mael, justement, raconte tout ce qui se passe ou tout ce qui semble se passer dans le domaine militaire. Donc ça, c'est pour toutes sortes d'applications, bien sûr, immédiates. Par exemple, il raconte dans son livre comment les Russes s'amusent à produire des crop circles à distance dans les champs de blé anglais, par exemple, ou dans les lacs gelés en Suède ou au Canada, avec des cercles parfaitement dessinés ou des figures géométriques très, très impressionnantes de justesse, de beauté aussi. Et en fait, ce sont des ordinateurs russes à Saint-Pétersbourg, par exemple, qui envoient une énergie et une information, donc le dessin en question, à distance, c'est-à-dire à 5000 km de là, ou 10 000, peu importe la distance. Et ils s'amusent, ils s'entraînent en fait à viser juste et précis avec ces ondes scalaires, ces ondes spirales. Et donc, selon Constantin Mael, les crop circles que l'on attribue à des extraterrestres ou à des gens très, très super intelligents qui nous dépassent, eh bien, ces crop circles, en fait, ne sont que des essais de physiciens qui maîtrisent les ondes scalaires, donc l'envoi d'énergie à distance. Énergie et information, il faut parler des deux. d'accord. Et Oui. justement, qu'est-ce qu'on peut dire justement la différence entre ce que c'est une onde scalaire et la différence des autres ondes? C'est quoi la différence entre tous les ondes qu'on peut avoir avec les ondes scalaires? Ben justement, c'est ce que je disais à l'instant, c'est les autres ondes, ce sont les ondes dites électromagnétiques et elles ont un dessin comme ça, c'est-à-dire elles sont en sinusoïde comme ça, hein, donc elles sont en fait en montagne russe, si vous voulez. Hein. Bon, Oui. on parlait des Russes encore. Bon, ce sont les ondes hertziennes, hein, les ondes mises en évidence expérimentalement par Heinrich Hertz. C'était dans les années 1890. Alors à ce moment-là, les gens, ils ont dit Eureka, on a trouvé enfin une traduction expérimentale des équations d'un dénommé Maxwell, le père de la physique moderne, sans lequel Einstein ou Max Planck ont dit que eux-mêmes n'existeraient pas, tout simplement parce que c'est un autre génie, mais du 19e siècle cette fois-ci. Et donc ces équations de Maxwell ont été révélées expérimentalement par le dipôle de Hertz qui faisait ces ondes-là, qui faisait ces ondes sinusoïdes. Et dans le même temps où Hertz décrivait ces ondes sinusoïdes, alors Hertz était un professeur à Heidelberg, un professeur de physique, il était très connu, il était invité par l'intelligentsia, donc tout le monde a encensé Hertz, mais dans le même temps, il y avait un dénommé Tesla qui était déjà émigré aux États-Unis, qui disait « Halt, il existe autre chose que les ondes hertziennes, que ces ondes sinusoïdes, il existe d'autres ondes qui peuvent être émises par d'autres types d'antennes et qui franchissent les distances sans s'amenuiser. » Hein, donc, c'est ce que je vous disais. Et donc, ces antennes, il faut qu'elles soient sphériques,
prolongées par des bobines. Et justement, la bobine Tesla, c'est une bobine spirale. Et donc, une bobine spirale à un endroit, une bobine spirale à 10 km de là. Et donc, quand vous envoyez en mettant les deux bobines et les deux antennes à la Terre, quand vous envoyez de l'énergie à partir d'une antenne, eh bien, la deuxième antenne reçoit quasiment instantanément la même quantité d'énergie. Donc, il n'y a pas d'amenuisement avec la distance. Et la même quantité, et même un petit peu plus. Il y a un surplus, en fait, comme si dans l'univers, entre les deux antennes, eh bien, il y avait des ondes spirales qui, elles aussi, se greffaient quelque part sur l'émission artificielle d'une antenne à l'autre, mais des ondes naturelles, en fait, pouvaient se mêler à cette émission artificielle. Donc voilà, D'accord. les ondes scalaires, ce sont des ondes qui sont, elles, en spirale. Elles ne sont pas Oui. sinusoïdes comme ça, elles sont en spirale. Et n'empêche, toute onde, quelle qu'elle soit, a une composante spirale et une composante sinusoïde. Et donc, la composante sinusoïde, Elle est semble-t-il, là. On l'a en photo là. voilà, donc on voit la spirale. Donc, la composante sinusoïde, si vous voulez, elle s'évanouit assez vite. Et alors que la composante spirale, elle peut prendre beaucoup elle peut parcourir les distances sans faiblir. Exemple, les ondes sonores, ce sont des ondes mécaniques, donc ça ne bouge pas des particules électriques ou des photons, mais ce sont des ondes qui bougent l'air, par exemple, les ondes sonores. Et si vous m'entendez, c'est que je parle dans un micro. Le micro est relié donc là par voie électromagnétique à nous tous. Et donc, mais l'onde sonore est une onde longitudinale aussi, qui a une composante spirale et une composante sinusoïde, mais la composante sinusoïde s'évanouit assez vite et la composante spirale, elle se déplace dans l'air et donc c'est pour ça qu'on peut s'entendre les uns les autres. Et donc, D'accord. il y a des ondes qui sont spirales. Alors, les ondes, par exemple, sismiques, les ondes sismiques, vous savez, donc, qui sont déclenchées par un tremblement de terre. Alors, il y a aussi des vitesses différentes. Alors, quand vous avez aussi une composante sinusoïde, donc une composante comme ça, et comme ça, donc sinusoïde, et vous avez une composante spirale. Donc, et cette composante spirale, elle est plus lente que la composante sinusoïde. Donc, quand les sismologues enregistrent un séisme, ils voient d'abord arriver la composante sinusoïde. Et donc, ils se disent, tiens, il y a un séisme à tel endroit. Et ils peuvent le repérer assez vite. Et ils se disent, aïe, 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 il faut prévenir tout le monde parce que la deuxième composante enfin, plutôt, c'est l'inverse, c'est la plus rapide, c'est la composante spirale. Et donc, ils vont donc la capter et pouvoir avertir tout le monde. Et la composante sinusoïde, qui est donc comme ça, donc avec un mouvement haut, bas, haut, bas, haut, bas, c'est elle qui est dangereuse parce que c'est une onde transversale qui éventre les immeubles et qui fait ouvrir les routes et qui fait des dégâts mécaniques très importants. Voyez, donc, il y a une différence de vitesse aussi entre les deux types d'ondes. Et si vous êtes sismologue et que vous voyez arriver donc la première onde spirale, eh bien, vous vous dites aïe, 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 celle-là, elle est rapide, mais elle annonce l'onde plus lente qui va faire des dégâts et on a le temps comme ça éventuellement d'avertir des populations. Bon, ça se joue à quelques minutes quand même. Hein. C'est pas. Et justement, comment on peut fabriquer des ondes scalaires? Comment elles sont fabriquées? Alors, dans la nature, elles sont partout, les ondes scalaires. Hein, c'est complètement banal. Les Russes ont montré que, par exemple, le cerveau humain, il envoie des ondes scalaires, c'est-à-dire des ondes spirales, partout, tout le temps, en permanence. Et la pensée elle-même, elle est spirale. Donc, ce sont des ondes spirales qui sont les vecteurs. Ça veut dire que si vous avez une information X, Y ou Z, par exemple, vous pensez à quelqu'un qui vous est cher, et donc vous pensez simplement à lui ou à elle en vous demandant ce qui se passe. Et donc, cette pensée, vous l'émettez donc par votre cerveau et instantanément ou presque, donc la personne qui est concernée va recevoir le message et ensuite va
réagir. Alors, soit elle va penser aussi à vous par le même biais, soit elle vous passe un coup de fil à ce moment-là. Vous voyez, donc en fait, c'est parce que vous avez pensé à quelqu'un que derrière, le quelqu'un en question se dit, bah, tiens, on a pensé à moi, bon, ça, il le ressent, et ensuite, il va décrocher le téléphone pour vous appeler. Et donc, on a fait des expériences comme ça, on a mis 2 personnes dans 2 cages de Faraday. Faraday, ce sont des cages qui bloquent toute Oui. onde électromagnétique. Et donc, et on a mis ces 2 personnes, on leur a demandé de penser l'une à l'autre. Et on a mis un casque sur la tête de chacune des 2 personnes, et on a on a envoyé des flashs lumineux sur le casque, le casque de la première personne, et instantanément, vous aviez la deuxième personne qui enregistrait les mêmes flashs lumineux. Donc, on avait une transmission immédiate d'une information électrique vers une deuxième personne, mais vraiment instantanée. Et alors, c'était d'autant plus remarquable que si les 2 cages de Faraday sont l'une à côté de l'autre, bon, on peut se dire, oui, c'est pas loin. Mais en fait, ils ont reproduit les mêmes expériences avec des cages de Faraday distantes de 50 mètres ou de 50 kilomètres. Vous voyez l'enjeu, c'est-à-dire en fait, on est dans quelque chose qui n'est pas électromagnétique puisque ça passe les cages de Faraday et qui n'est pas dépendant de la distance puisque instantanément à 500 mètres ou 50 kilomètres, l'information passe et est émise et reçue. Et en plus, il y a une notion de résonance, c'est-à-dire qu'il faut que la deuxième antenne soit douée quelque part, soit sensible à la première. Ça marche mieux entre 2 amoureux, par exemple. Hein, vous voyez que quand l'un pense à l'autre, et donc vous avez cette idée-là. Donc, il faut se mettre dans le crâne qu'il existe un autre type d'onde que les ondes dites électromagnétiques banales, hein, les ondes radio ou les ondes qui agitent qui sont émises par votre bip quand vous ouvrez votre portail, par exemple électrique. Donc, les ondes de télévision aussi, sont des ondes électromagnétiques. Les ondes de vos téléphones, hein, ou le Wi-Fi, tout ça, c'est de l'électromagnétisme. Et donc, ça diminue avec le carré de la distance. C'est pour ça qu'il faut des antennes relais pour augmenter le signal toujours entre 2 points, parce que ça ne va pas aller très loin si on ne fait pas ça. Alors que les ondes spirales, elles sont émises et puis elles sont reçues à 10 000 km de là. Par exemple, les Russes ont fait de très belles expériences. Ils ont envoyé quelque chose de Moscou et c'était reçu au Canada ou en Nouvelle-Zélande. Vous voyez, donc on est dans une autre physique. Bon, il faut l'admettre, c'est tout, quoi. Donc, il faut admettre que le vivant se nourrit de cette physique-là. Et alors ça, c'est important. Et alors, ça ne date pas d'hier. Moi, j'aime bien, moi qui suis un acupuncteur de 40 ans et plus, donc j'ai lu les philosophes chinois, et en particulier Lao Tzu. Et Lao Tzu, dans le livre de la voie et de la vertu, donc 6e siècle avant Jésus-Christ, tenez-vous bien, il parle déjà du tourbillon profond d'où viennent les 10 000 êtres. Donc, il savait déjà que toute la création vient de quelque chose de spiral, quelque part. Vous voyez ? Bon, pas étonnant, la Terre tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil, tout tourne dans notre environnement. Les courants marins sont des spirales, les tourbillons dans vos rivières, dès qu'il y a des flux différents dans une rivière, hop, ça fait des tourbillons. Dans votre corps, tout est en spirale aussi, vos ADN sont en spirale. Enfin bref, il n'est pas étonnant que le monde soit fait d'antennes qui émettent sous le mode spirale et qui sont les ondes en question, l'information et l'énergie en question émise, eh bien, va être reçue aussi sous forme sur des antennes résonantes qui sont obligées d'être spirales. Vous voyez, donc tout ça, c'est logique. Alors, la première nourriture qui nous arrive à côté de l'air, de l'eau et de l'aliment, qui sont des choses bien matérielles qu'on connaît, eh bien, la nourriture de la lumière nous arrive sous forme spirale et on appelle ça les neutrinos. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des neutrinos ou je ne sais pas si nos J'en ai entendu parler de ce mot-là. Neutrinos sont des petites particules, toutes petites, mais qui ont une charge et une masse. Ça, c'est prix Nobel 2015 qui l'ont souligné. Il y a 4 prix Nobel en physique qui ont été attribués aux chercheurs sur les neutrinos depuis les années 2000, donc c'est assez récent. Mais Tesla, déjà, dans les années 1899, tenez-vous bien, il avait déjà émis l'hypothèse qu'il y avait un rayonnement qui venait du Soleil
et qui traversait la Terre entière et qui n'était freiné par rien et qui donc était émis à un point et qui pouvait être renforcé entre 2 points. Bref, il avait déjà dit, waouh, il y a des particules, il y a une énergie qui circule et elle traverse tout et elle est énorme. Grosse énergie. Et il y a un dénommé Pauli, 30 ans plus tard, 1930, qui a été nobelisé pour avoir suspecté que ce rayonnement venait des étoiles, de la désintégration des neutrons, justement, neutrinos, etc. Et donc, on était dans l'année 1930, mais c'est seulement dans les années 1980 qu'on a pu mettre en évidence ce rayonnement et qu'on a pu le compter. On comptait les particules qui nous arrivaient. Alors, c'est tellement ténu, ça traverse tellement tout et vite qu'il a fallu inventer des gigantesques réservoirs d'eau très pure et on voyait l'interaction seulement de ce rayonnement avec les molécules d'eau quand ils étaient un peu ralentis. Et à ce moment-là, on se disait, bon ben voilà, par quantité de litres d'eau ou de mètres cubes d'eau, on a tant de flashs lumineux, donc ça veut dire que on a tant de neutrinos qui ont traversé et on arrive à des 66 milliards de neutrinos reçus sur la Terre par centimètre carré et par seconde. Vous imaginez? Donc, tout ça sous forme spirale. Imaginez, regardez mon pouce là, l'ongle de mon pouce, c'est 1 centimètre carré. Chaque seconde qui passe, 2 jours, il y a 66 milliards de particules qui le traversent. 66 milliards. Je répète, 66 milliards. La nuit, c'est 2 fois moins, 33 milliards. Donc, si, comme on le sait maintenant, c'est une charge et une masse, ces neutrinos, ça veut dire que ça nous alimente vraiment en lumière. Invisible, d'accord, mais ça nous alimente. Et cette lumière invisible est modulée par la lumière visible, bien sûr, du Soleil et de la Terre, celle qu'on voit bien, les infrarouges de la Terre. Et ça, ce sont de très hautes fréquences. Hein. Les ondes du Soleil et de la Terre, ce sont des térahertz, des centaines de térahertz même. Et à opposer aux ondes radio avec lesquelles on communique aujourd'hui, c'est-à-dire avec lesquelles on fait du téléphone et de la Wi-Fi, qui sont seulement des gigahertz ou des mégahertz. Donc, c'est 10 000 ou 100 000 fois plus petit, hein, donc moins puissant. Vous voyez, donc les ondes que j'appelle du bon Dieu, entre guillemets, elles sont 10 000 à 100 000 fois plus élevées en fréquence que les ondes artificielles créées par l'homme, dont aujourd'hui on a une grosse quantité à la surface du sol. Vous voyez, donc on parle des ondes comme ça. Hein, donc vous voyez l'importance. Donc le côté naturel, il est surabondant. On en reçoit des volutes entières et des milliards et des milliards et des milliards de particules. Et ça nous nourrit tout simplement. Hein. Il faut bien comprendre que c'est notre alimentation lumière. Si on n'avait pas ça, on serait tous morts déjà pour commencer. Et ce qui explique, comme la nuit, il y en a 2 fois moins que le jour, que la nuit, on a envie de dormir tout simplement. On est moins stimulé par cette lumière permanente. Et donc, on a envie de s'écraser, de s'affaisser. Et d'un autre côté, le jour, on a envie d'être plus actif. On peut être plus actif parce qu'on reçoit cette lumière, comme encore une fois, une lumière invisible, reçue en ondes spirales ou scalaires, comme vous voulez. Et donc, ces ondes spirales sont modulées par de très hautes fréquences que sont les ondes du Soleil et de la Terre. Hein, vous voyez, donc le schéma, c'est ça. On est nourri par ça. Et ce rayonnement-là, comme il traverse tout, eh bien, il va traverser notre corps. Et nous sommes 70% d'eau en masse, 99% en nombre de molécules. L'eau, c'est H2O. Et donc, ce rayonnement, comme dans les grandes citernes dont je vous ai parlé tout à l'heure, va nous traverser et va dissocier une petite partie de notre eau corporelle et ça va produire H2, c'est-à-dire l'hydrogène, et O2, c'est-à-dire l'oxygène. Et H2 lui-même, il va se splitter, va se casser en deux et il va fournir H+, et H-. Et H-, c'est l'ion hydrure qui fournit des électrons à tout le monde parce que c'est le plus petit des atomes. Et donc, il est très généreux, il donne des électrons. Et c'est une bonne idée parce qu'on en a besoin des électrons parce que le vieillissement s'accompagne d'oxydation et de dessèchement. Et l'oxydation, la définition de l'oxydation, c'est une perte d'électrons. Donc, quand vous vieillissez, vous perdez votre électricité. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle que je vous apprends ce soir, de vous dire qu'en permanence, le bon Dieu a prévu le coup. Si vous buvez bien, eh bien, vous avez un rayonnement qui vous traverse, qui vous refournit vos électrons en interne, on va dire, et sans que vous le sachiez, eh bien, vous vous désoxydez, c'est-à-dire, en fait, vous faites de l'anti-âge sans le savoir, en interne,
grâce à l'eau du corps que vous avez en vous, que vous buvez d'abord, hein, bien sûr. Et cette eau du corps, donc traversée par les neutrinos, modulée par les ondes du Soleil et de la Terre, eh bien, cette eau du corps va vous redonner une électricité que vous perdez par ailleurs de mille manières. Ça, on pourra y revenir. Vous voyez, Oui, donc le schéma, il est là. C'est lumière, l'eau du corps, électricité du corps. Parce qu'en fait, quelle est l'origine de ce qui fait boum boum dans votre poitrine, hein, le cœur qui fonctionne, le cerveau qui fonctionne, les membranes qui sont chargées partout dans votre corps, tout ça, c'est l'électricité. Et donc, oui, ce corps électrique, il vient bien de quelque part. Et c'est pas les aliments. Si les aliments vous en fournissent un petit peu, mais l'eau en particulier dissociée par la lumière, ça vous en fournit une grosse quantité. Et il y a une deuxième source aussi de cet hydrogène donnant des électrons, c'est les bactéries intestinales de votre corps, hein. Donc, vous avez dans votre ventre 500 espèces de bactéries, et celles qui sont de fermentation, celles-là, elles vous donnent de l'hydrogène et donc des électrons, et grâce à elles, vous vous antioxydez aussi, c'est-à-dire vous faites de l'anti-âge sans le savoir. Oui, donc oui, c'est bien fait, hein. mm, Super machine, hein. Super oui. machine. Alors, on me dit que même en Serbie, il y a des laboratoires à ondes scalaires et que même Djokovic se soigne. Et il y a beaucoup de personnes qui se soignent en Serbie avec des ondes scalaires. Ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Je connais pas le détail de tout ça, mais c'est pas impossible que la Serbie a gardé un culte vraiment de Nikola Tesla, hein, donc bien mérité. Il y a un musée Tesla à Belgrade. Oui, Malheureusement, les scientifiques comme Constantin Mail ne peuvent pas avoir accès à toute la documentation qui avait été rapatriée en son temps des États-Unis, parce qu'il y a eu des amis de Tesla qui ont laissé, enfin qui ont pu mettre de côté beaucoup de ces documents, donc inédits, hein, complètement uniques au monde. Quand il est mort dans une chambre d'hôtel, et sitôt après, les services secrets américains ont voulu mettre la main sur tout ce qu'il c'est avait ça. créé, mais il semble que pas mal de choses aient pu quand même gagner la Serbie et gagner donc ce musée et être protégé par les amis serbes de Nikola Tesla. Et C'est il n'est pas ça. impossible que Djokovic, qui est un type très intelligent et qui a des principes, il n'est pas impossible qu'il ait pu investir dans des laboratoires qui s'occupent d'ondes scalaires. Et donc, cette technologie Tesla, on l'espère, hein, va continuer sous plusieurs visages, dont l'école serbe, pourquoi pas, hein, bien sûr. Oui, parce que je sais que à cette époque, justement, quand vous avez dit que la CIA était venue pour récupérer, parce que je me rappelle à cette époque-là, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il avait légué tous ses biens à son neveu. Et les Américains, leur seule hantise, c'est qu'ils avaient peur que tous ces brevets tombent aux mains de l'URSS, parce que à l'époque, c'était l'URSS. Oui, mais c'était déjà fait. Disons, Oui, une partie, oui. c'était déjà fait. C'est-à-dire, en fait, il avait vendu déjà, parce qu'à l'époque, en 1918-19, Tesla était pauvre, puisqu'il avait été ruiné pour diverses raisons, en particulier son sponsor, qui était un géant du cuivre, JP Morgan, un banquier qui possédait toutes les mines de cuivre. Quand Tesla lui a annoncé qu'il n'y avait plus besoin de fils de cuivre pour transporter l'électricité, qu'on pouvait la transporter à distance sans fil, pensez bien qu'il a commencé par lui couper les vivres, hein, donc toujours aussi intelligent, mais en tout cas, là, on a pris un siècle de retard sur les technologies Tesla. Bref, tout ça pour dire que fauché comme il était, pour rembourser ses dettes et puis simplement vivre, Tesla donc s'est adressé aux Russes et il leur a proposé des moyens militaires pour protéger, ne serait-ce que au moins ça, protéger avec un mur scalaire, d'ondes scalaires, les frontières du pays. Alors, il avait proposé ça à la Serbie, il avait proposé ça aussi aux Américains, mais ils avaient dit non, non, Tesla délire complètement, parce qu'à l'époque, on le faisait passer pour un fou illuminé. Il n'était pas pris au sérieux. Il faudrait que il avait peut-être rien fait à l'époque pour ne pas pour être pris au sérieux. C'est un homme qui manipulait, qui faisait des démonstrations avec l'électricité sans fil. Donc, il avait une ampoule qui s'allumait tout simplement dans sa main. Donc, on le prenait pour un magicien. Mais en même temps, il avait fait des réalisations sur l'électricité, sur le courant alternatif, tellement génial. Le moteur alternatif, justement,
alors je ne connais pas les détails, parce que je ne suis pas physicien, mais il avait fait toutes sortes de prouesses techniques déjà pour son époque qui lui valaient le respect de pas mal de ses contemporains, mais ce n'était pas du tout un commercial ni un théoricien. Donc, il a vraiment sombré corps et biens sur le plan financier, et il a dû vivre jusqu'à la fin de ses jours grâce à une pension que lui versaient les Russes à distance, mais avec l'échange de garder le secret sur l'essentiel des brevets qui étaient les siens, bien sûr ceux qu'ils avaient eux récupérés, achetés de Nikola Tesla en direct. Et donc en Russie, je sais qu'à l'époque, dans le livre de Mail, c'est écrit, il avait un générateur d'énergie, d'électricité à Saint-Pétersbourg, et il faisait fonctionner des antennes, tout un laboratoire en Sibérie. Il suffisait simplement d'avoir une antenne résonante identique à celle qu'il y avait à Saint-Pétersbourg, et le laboratoire de Sibérie pouvait comme ça fonctionner à distance, sans perte d'énergie. Et alors, il mesurait en fait l'énergie reçue avec un petit ampèremètre. Donc, le courant, effectivement, était bel et bien reçu, transformé en électricité. Enfin, l'énergie était transformée en électricité. Et donc, ça alimentait toute l'électricité au fin fond de la Sibérie. Mais alors, à un moment donné, Tesla, qui avait bien sûr les plans de son générateur de Saint-Pétersbourg, il s'est mis en tête de faire une voiture. Et donc, la voiture, sous son capot, avait une antenne du même type que celui du laboratoire de Sibérie. Et donc, quand il faisait fonctionner sa voiture, eh bien, il partageait quelque part l'énergie reçue, l'énergie envoyée plutôt, avec le laboratoire de Sibérie. Parce qu'en fait, quand vous émettez de Saint-Pétersbourg, en Sibérie, c'est reçu 100%. Mais s'il y a quelqu'un qui se branche sur la même antenne, eh bien, le 100% reçu, ça va être partagé entre deux récepteurs cette fois-ci, et non pas un tout seul. Et donc, les Russes, ils se sont rendus compte que quand ils avaient des baisses bizarres de courant, ils se sont demandé pourquoi il y avait des baisses de courant. Et en fait, c'était Tesla qui, à 10 000 km de là, pompait son émetteur de Saint-Pétersbourg avec, bien sûr, les plans de sa machine. Et alors, quand ils s'en sont rendus compte, ils lui ont tapé sur les doigts, ils lui ont dit, bon, maintenant, vous arrêtez vos bêtises parce que nous, on ne veut pas que ça se sache. Et alors, pendant ce temps-là, bien sûr, tout le monde s'est crié, oh, mon Dieu, il fait fonctionner sa voiture avec de l'énergie libre. Tesla, le père de l'énergie libre. En fait, elle n'était pas du tout libre du tout. Elle était volée à son propre laboratoire. Et donc, et aujourd'hui, d'ailleurs, vous verrez, il y a plein de gens qui pensent que Tesla est le père de l'énergie libre. Alors, bien sûr, il a mis en évidence que les neutrinos, il a mis en évidence qu'il y avait des possibilités de conduire l'électricité sans fil d'un point à un autre, mais elle n'est pas… alors, bien sûr, il y aurait les champs magnétiques, il fallait l'utiliser. Il disait aussi qu'il y avait dans la haute stratosphère, dans l'ionosphère, il y avait tellement d'énergie électrique qu'on pouvait la capter. Si on savait la capter avec quelques grosses antennes, eh bien, on pourrait la distribuer à toute l'humanité d'une manière éternelle, sans qu'il y ait besoin de brûler quoi que ce soit comme énergie fossile. Il le disait ça en 1915-1910, mais vous pensez bien qu'à l'époque, il était pris pour un doudingue. Hein. Mais en tout cas, à l'époque, quand il a fait fonctionner sa voiture, c'était de l'énergie empruntée, entre guillemets, aux Russes. Et donc, c'était une énergie qui n'arrivait pas en Sibérie, mais qui arrivait sur sa bagnole à lui. Oui. Et bon, ça n'a pas duré trop longtemps parce qu'il s'est fait reprendre. C'était déjà en 1937, hein, donc c'était 6 ans avant son décès. Il avait 80 et quelques années. Et alors, lui vivait de sa petite pension russe qui était versée via Belgrade à l'époque, via la Serbie. Mais bon, il continue bien sûr à s'amuser, à avoir de bonnes idées de toutes sortes d'émissions d'énergie, de transfert d'énergie. C'était un type qui était complètement génial, même à 80 ans et plus. Oui. Alors, justement, on va arriver au sujet important. C'est, voilà, donc on voit… alors, qui c'est le monsieur qui est sur la droite, à côté de Nikola Tesla? C'est Konstantin Mail, justement. Donc, vous avez à gauche Tesla et le Konstantin Mail, c'est le physicien qui est maintenant à la retraite, mais qui est un professeur des universités en physique. Et c'est un Feldphysiker, c'est-à-dire un spécialiste des champs. Et c'est un monsieur qui apprenait quand même jusqu'à sa retraite
aux ingénieurs allemands à construire des radars et des ordinateurs. Donc, c'était quand même un type qui était plus que doué en électronique. Et alors, lui, il s'est pris d'amitié, de passion et de grand respect pour Tesla. Et quand on va chez Constantin Mal, il y a tous les brevets de Tesla qui sont donc bel et bien colligés, rassemblés avec des gros bouquins en anglais. Donc, tous ces brevets sont étudiés. Et alors, lui, il a repris certains de ces brevets pour les miniaturiser, parce qu'à l'époque de Tesla, par exemple, l'antenne qui lui permettait d'envoyer de l'énergie à distance, elle faisait 15 mètres de diamètre. Ah, Et d'accord. maintenant, Constantin Mail a miniaturisé tout ça et ces antennes, elles font 10 cm ou 15 cm de diamètre. Vous voyez, donc on est passé à une autre échelle. Et les composants, bien sûr, sont tout à fait différents. Et il a eu donc le génie de théoriser aussi tout ce qu'avait fait Tesla. Il a écrit plusieurs livres que seule une poignée de physiciens peuvent lire en anglais et en allemand. Parce qu'en fait, il y a de la mathématique là-dedans, il y a de la physique, il y a des équations. Enfin bref, c'est du très, très haut niveau en physique et en mathématiques. Et il a fait tout ce travail-là pour justement pour les générations qui viennent, pour qu'on ne dise pas Tesla c'est perdu et qu'on ne dise pas les ondes spirales ça n'existe pas. Il en a fait vraiment l'engagement de toute sa vie, quoi. Alors, Et alors, donc, ces ondes spirales, donc j'ai parlé des armées russes, mais en fait, pratiquement, quand un corps humain émet le bon magnétiseur, par exemple, eh bien, il émet à travers ces ondes des ondes qui sont aussi d'ordre spiral, puisqu'il y a des gens qui traitent à distance. Et donc, ils s'affranchissent de l'espace. Et donc, ça veut dire que ce qu'ils émettent, alors les physiciens quantiques diront c'est l'intrication quantique, c'est tout est partout en même moment, etc. Mais donc, les physiciens qui suivent Constantin Mail et Tesla, ils disent qu'il s'agit d'ondes d'une autre nature qui traversent tout de toute manière, qui ne s'amenuisent pas avec la distance et qui sont émises par le corps humain comme reçues par le corps humain. Et donc, on peut renforcer ce flux d'ondes. Et donc, c'est pour ça qu'il a inventé un double système d'antenne Tesla. Et la personne, vous voyez, le fauteuil rouge, là, au milieu de deux espèces de tours. Dans les tours, il y a des antennes spirales, donc des sphères. Ce sont des sphères, des sphériques plutôt, donc des antennes sphériques, et avec des bobines Tesla, des bobines plates, des enroulements de cuivre d'une certaine distance, d'une certaine taille. Et donc, tout ce dispositif est censé reproduire un rayonnement tel que le corps humain pourrait le produire, en étant un peu plus fort peut-être, parce que là, on parle de milliwatts. Peut-être le corps humain émet seulement en microwatts, allez savoir. Hein. En tout cas, petite puissance de rien du tout. ok. Et bien justement, l'appareil qu'on a devant, comment que ça fonctionne? Il fonctionne comment? Imaginez que vous avez les deux bras ouverts d'un bon magnétiseur. En gros, c'est ça. Ça vous crée un champ. Et donc, dans ce champ, on va dire renforcé, eh bien, vous recevez toujours les neutrinos qui viennent du Soleil et de la Terre. Vous recevez toujours ces rayonnements-là, mais d'une manière renforcée, d'une manière plus présente. Et vous pouvez en profiter pour faire passer des informations, un peu comme si vous injectiez carrément un remède ou un produit dans le corps de la personne avec une seringue. Eh bien, sauf que là, la seringue, c'est une onde. Et donc, vous envoyez, par exemple, un extrait de tissu, une série de fréquences aussi. Vous envoyez des huiles essentielles, de l'émanation, en fait, d'une plante. Vous voyez, toutes ces choses-là. De la musique aussi. Vous pouvez envoyer un message. Hein. Donc, les Russes ont montré que par les ondes scalaires, vous pouvez envoyer non seulement de la musique de Mozart, par exemple, mais aussi un message subliminal. Et donc, les psychiatres russes ont beaucoup travaillé là-dessus. Et maintenant, je pense qu'il y aura beaucoup d'études de scientifiques dans le monde entier qui travaillent là-dessus et qui envoient d'une manière subliminale à toutes sortes de publics des messages qui ne sont pas forcément souhaitables. Hein. Par exemple, à la veille d'élections, on peut très bien imaginer que eh bien, on manipule les gens quand ils écoutent la radio, ils regardent leur série préférée ou même une information X, Y ou Z, eh bien, en filigrane,
passe une autre information, votez pour machin par exemple, ou faites ci, faites ci, faites ci. Et il paraît qu'un tiers des personnes quand même sont spontanément sensibles, c'est-à-dire pourraient changer leur vote, bon on va parler d'élection, dès lors qu'on leur met ce message subliminal plus ou moins tous les jours pendant un mois avant le vote, via la radio, via la télévision, etc. Donc la première des choses à faire, bien sûr, c'est de ne pas écouter ni la radio ni la télévision. Et justement, pour avoir cette information, on la reçoit instantanée ou il faut attendre quelques secondes ou quelques minutes? Non, c'est en direct. Quand vous avez une onde, c'est un message, c'est comme si vous écoutiez un message, sauf que c'est de la méthode Coué, quoi. Hein. Par exemple, pour traiter, les Russes, ils ont utilisé des antennes comme ça, des champs scalaires pour traiter des gens qui étaient psychiatriques lourds, c'est-à-dire imaginez quelqu'un qui est complètement schizophrène, violent, qui a déjà tué quelqu'un et bon bref, la personne complètement ingérable, sous médicaments lourds, etc., etc. Eh bien, vous pouvez faire un reset immédiat de son cerveau, c'est-à-dire effacer complètement les données de son ordinateur de bord et lui remettre. Alors, vous pouvez faire des resets partiels, c'est-à-dire le type continue à parler sa langue maternelle et à reconnaître son père et sa mère, mais vous pouvez faire aussi un reset total. Et donc, ils sont allés jusque-là. Alors, moi, j'ai pas le détail, bien sûr, parce que je vis en France et que j'ai pas mais en tout cas, dans le livre de Miles, il décrit ces équipes psychiatriques russes en particulier, mais on peut supposer que les Américains sont très forts là-dessus aussi, que dans le programme MK Ultra, tous les services secrets en fait de tous les pays, en tout cas les plus avancés, eh bien sont capables ou seraient capables ou en tout cas sont en recherche de méthodes pour influencer les masses. C'est clair, hein, c'est évident que c'est en cours ça. Alors c'est un langage très subversif, on va dire, mais c'est certainement tout à fait la réalité. Alors, il y a un tiers, donc, comme je vous disais, qui est complètement sensible à ce discours. Il y a un deuxième tiers qui est complètement résistant, et vous pouvez leur mettre tous les messages subliminaux du monde. Jamais ils adhéreront à ce que vous leur dites par message subliminal. Et puis, il y a un deuxième tiers qui serait, pourquoi pas, si on leur explique, mais il faut qu'ils soient ouverts et d'accord, et à ce moment-là, ils se laisseraient imprégner de ce message subliminal. Donc, ça fait quand même un tiers qui, de toute manière, seront sensibles et seront capables de passer à l'action. À l'époque, ils faisaient aussi des zombies comme ça. Vous savez, il y a un type qui doit partir dans une mission ultra secrète. C'est un soldat physiquement surentraîné. Eh bien, vous lui collez dans la tête le programme qu'il doit avoir en aucun moment aucune peur de quoi que ce soit et qu'il doit remplir sa mission et qu'il reviendra à telle heure en ayant tué machin, tué truc, fait ci, volé truc. Enfin bon, vous voyez, la programmation, en fait, c'est pour le meilleur, pour le pire d'abord, ou pour le meilleur, pour guérir les gens. Hein. Vous faites passer le message comme quoi votre immunité est magnifique, que votre santé, qui aujourd'hui est défaillante, bel et bien, ne peut que s'améliorer ou est déjà en voie d'amélioration, est déjà parfaite. Plutôt, il faut imaginer ce qui est déjà, non pas espéré, mais ce qui est déjà réel, l'objectif final. Et à ce moment-là, vous avez des gens qui peuvent effectivement se sentir mieux, se libérer d'angoisse, de peur. Enfin, vous voyez, c'est de la, entre guillemets, manipulation mentale dans le mauvais sens du terme, et c'est de la guérison psychique dans le bon sens du terme. Hein. Bon, c'est selon la façon dont vous voyez les choses. Et Oui. surtout selon l'éthique de la personne qui pratique la chose, hein, ça c'est clair. Si, donc du bon côté, on peut dire que est-ce que demain, ça pourrait être une médecine alternative avec les ondes scalaires? Oui, c'est déjà parti pour ça. C'est une médecine, en fait, de l'énergie et de l'information. Et il n'est pas besoin de mettre beaucoup d'énergie parce que le corps réagit à très peu de milliwatts. Hein, donc, il y a des appareils qui disent aussi qu'ils sont avec des ondes scalaires, mais eux qui envoient carrément des watts. Donc, 7,2 watts, par exemple. Nous, on est à 10 milliwatts. Donc, ça veut dire que vous êtes 720 fois plus petit, quoi. Donc, alors, ce sont des appareils qui sont moins chers. Bon, c'est fait en Chine pour l'espèce. Qui sont moins chers et mais qui ont des résultats. Il faut s'enquérir des résultats, bien sûr. Hein. Donc, l'idée, c'est ça. Mais par contre, ça arrose
plus la qualité de l'onde scalaire est moins bonne, on va dire, à l'émission. Et donc, comme pour les voitures, hein, il y a toutes sortes de modèles et toutes sortes de gens qui travaillent sur le sujet. Tous peut-être se réclament de faire des ondes scalaires, mais après, vous avez des résultats et surtout des technologies X, Y ou Z. Donc, le mot scalaire, ça peut être un mot passe-partout, mais il faut aussi se méfier et ça peut très bien être nul ou même dangereux, pourquoi pas. Hein. Là, on peut voir dans l'image les spirales en cuivre. Oui, alors ça, ce sont des images qui montrent la technologie de Lakhovsky. Hein. En haut, vous avez le Georges Lakhovsky lui-même, qui était dans les années 1930. Il était contemporain de Tesla. Il paraît qu'ils se sont rencontrés. Et lui, il avait inventé ce qui s'appelle l'oscillateur à longueur d'onde multiple. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était des champs avec des tensions énormes. Hein. On était à plusieurs centaines de milliers de volts. Alors que l'appareil de Constantine Weil, par exemple, il est à 2 volts. Hein, vous voyez, donc c'est rien à voir, hein, rien à voir. Mais Oui. dans ces centaines de milliers de volts, il y avait des ondes électromagnétiques de produites et aussi, vu ces tensions, des ondes spirales. Et donc, à l'époque, ils ne le savaient pas, bien sûr, Lakhovsky, mais ils traitaient déjà avec des ondes spirales. Et ils ont eu de très, très bons résultats sur plein de choses en donnant de l'énergie aux gens, mais il fallait que les gens soient mis à la terre impérativement, sinon ils pouvaient griller. Alors, ils ont parlé des bons résultats, mais ils n'ont pas parlé des gens qui sont morts avec ces champs aussi forts, aussi importants. Quoi. Mais c'était le début de la médecine par les ondes, vous voyez. Est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui, les ondes scalaires peuvent être utilisées à des fins militaires? Alors oui, aujourd'hui, c'est ce qui se passe certainement le plus avec les Russes qui ont un petit peu d'avance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire selon laquelle lors de l'annexion de la Crimée en 2014, l'annexion, c'est-à-dire en fait le retour de la Crimée à la Russie, parce que vous savez que la Crimée a été donnée par Khrouchtchev dans les années 50. Et puis, comme ils étaient à 100% russophones ou presque, ils ne voulaient pas arrêter de parler leur langue maternelle. Et donc, il y a eu pas mal de tensions. Et donc, ils ont fini par voter le rattachement à la Russie plutôt que le rattachement à l'Ukraine d'aujourd'hui. Et pareil, en fait, les problèmes aujourd'hui en Ukraine viennent du fait que, justement, les russophones purs ont été quelque part ostracisés. Et donc, à cette époque, donc en 2014 déjà, la Crimée devient russe et ça ne plaît pas du tout déjà à l'OTAN. Alors l'OTAN donc envoie un navire, un destroyer capable de tirer 100 missiles dans 100 directions en même temps sur 100 cibles différentes. Donc, il envoie ce destroyer donc très menaçant. Il l'envoie en mer Noire, ce qui est déjà une déclaration de guerre parce que seuls les bateaux qui sont limitrophes de la mer Noire ont le droit de circuler en marine de guerre, s'entend, c'est-à-dire l'Ukraine, la Roumanie, la Russie et la Turquie. Et donc, les Russes ont envoyé à ce moment-là, à la rencontre de ce destroyer, donc c'était Poutine déjà, ils ont envoyé un Sukhoi, un vieux Sukhoi, qui était désarmé, mais ils ne le savaient pas à l'époque. Et en tout cas, les gens du destroyer ne le savaient pas. Et ils ont envoyé, alors bien sûr, le destroyer a vu arriver le Sukhoi en question et il s'est dit, oh là là, arrive un Sukhoi, celui-là, on se l'ajuste, on lui envoie un missile, on va le descendre tout de suite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le Sukhoi est arrivé, même avant d'être visible, tous les écrans d'ordinateur du destroyer sont devenus comme de la neige. Vous savez, les fins des émissions, quoi. Donc, tous les écrans muets et toutes les batteries de missiles, tous les ordinateurs du bateau sont devenus complètement sourds, aveugles et muets. Et là, ça a vraiment effrayé les gens qui étaient sur place parce qu'ils se demandaient mais comment c'est possible. Et ils ont vu arriver vraiment le Sukhoi à vue. Or, dans la guerre moderne, quand on voit quelque chose à vue, c'est déjà fini. On est déjà cuit. Hein. C'est valable sur Terre avec les chars, entre les chars et les avions. Vous pensez, vous les hélicoptères, pensez bien qu'avec les avions type Sukhoi, c'est déjà encore plus vrai. Et les navires, a fortiori. Et donc, tout le monde s'est rassemblé sur
sur le ponton parce qu'ils ont vu arriver le Sukhoi. Ils se sont dit, bon, bah, ils vont nous couler, personne n'entendra parler de nous et on ne saura pas ce qu'est devenu le destroyer, pourtant le fleuron de l'armée de l'OTAN. Et donc, l'OTAN, c'est nous, hein, la France, les pays de l'OTAN, enfin, vous connaissez. Et, Oui. et donc, ce qui s'est passé, c'est que le Sukhoi est arrivé. Il a fait un looping au-dessus en passant à 150 mètres au-dessus du bâtiment de guerre. Et tout le monde pouvait le voir. Il a fait un piqué. Donc, les types ils se sont dit, ça y est, il va lancer un missile, il va nous couler tout de suite. À vue comme ça, aussi proche. Eh bien non, il s'est relevé immédiatement et il est reparti dans le ciel. Et puis, il a fait un looping et il est revenu à la charge en faisant un piqué une deuxième fois. Et alors, les gens sur le navire, ils se sont dit, bon, ça y est, il a fait un truc d'essai, une approche, mais maintenant, on va y passer vraiment. Et en fait, non, deuxième fois, il s'est relevé, et ainsi de suite, 12 fois de suite, il a fait ça. Et il a piqué et il s'est relevé, et après, il a disparu à l'horizon. Sous-entendu, il leur a donné la leçon en leur disant, bon, vous voyez, toute votre électronique et toute votre technologie n'est rien face à la nôtre, et nous, on peut traverser vos blindages et on peut inactiver à distance toute votre électronique comme ça en quelques secondes. Donc, merci, au revoir et surtout ne nous embêtez plus. Et l'histoire veut que le destroyer en question a été remorqué jusqu'à Constanța, le port roumain le plus proche. Et là, il y a eu des missions en direct de tout le staff directeur du bateau, parce qu'ils ont dit, bon, ça sert à rien d'être le fleuron de l'OTAN si on se fait ridiculiser comme ça par l'armée qui est justement censée être contre celle de l'OTAN. Alors, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui entre Russes et Américains, mais je sais qu'ils leur ont fait le coup à nouveau, les Russes. Ils ont inactivé tout le porte-avions Roosevelt. Alors, vous regardez sur Internet, hein, vous regardez Theodore Roosevelt, porte-avions USA, sous-marin russe. Vous mettez ça sur Google et vous aurez l'histoire des porte-avions et des destroyers américains qui se sont fait ridiculiser en mer Noire ou en mer Baltique pour ça. Donc, pour répondre à votre question, oui, on utilise des ondes scalaires aujourd'hui. Nous, à notre échelle, toute petite échelle, on fait ça peut-être pour la thérapie, mais on manipule des puissances ridicules. Les Russes, je pense aujourd'hui, en tout cas au moins l'armée russe, manipule ces ondes scalaires à des puissances bien plus grandes, capables de traverser des blindages et donc d'inactiver à distance les sources radar ou les sources d'ondes électromagnétiques qui, elles, ont nécessité d'être… Ah oui, donc c'est tout un monde, hein, c'est tout un monde énorme et qui est en train d'être utilisé certainement sur les théâtres d'opération d'aujourd'hui. Alors, il y a une interruption. Je suis revenu. La Wi-Fi fait des siennes. Voilà, vous avez dû vous… On vous avait perdu quelque temps. Oui, la Wi-Fi, elle fait des siennes en ce moment. Hein. Ouais. Alors, entre deux, j'ai regardé les commentaires sur les questions aussi. Donc, peut-être on pourrait passer aux questions des gens. Oui. Là, sur la question de la voiture à énergie libre, j'ai déjà répondu. En fait, il a pas inventé une voiture à énergie libre. Il avait inventé une voiture qui pouvait recevoir une énergie circulant sans fil d'une antenne X. Alors, l'antenne X, elle était située soit aux États-Unis, soit en Russie,
mais il y avait en tout cas zéro fil, zéro lien entre sa source d'énergie et, et la voiture en question. Alors, il y a Constantin Mail, il a imaginé qu'on pourrait, avec une technologie scalaire, fournir de l'énergie à toutes les voitures du monde. Il suffit de se brancher sur une source d'énergie indiscutable à l'origine, par exemple un volcan en Islande. Si vous arrivez à capter toute l'énergie d'un volcan islandais, donc qui est par définition infini, vous la transformez en électricité, vous avez les antennes d'émission de type Tesla proches du volcan et vous envoyez avec un code pour chacun des utilisateurs, vous envoyez de l'énergie à toutes les voitures qui auraient une antenne résonante avec l'antenne islandaise. Vous voyez, c'est une idée. Alors, je ne vous la dis pas comme ça, cette idée, c'est une idée qui a été développée par Constantin Mail lui-même dans un article que j'ai lu quand j'étais chez lui. Il m'avait montré un article qu'il avait pondu dans une revue auto-moto magazine, quelque chose comme ça. Et donc, il avait fait un article très documenté où justement il expliquait que en puisant une énergie illimitée quelque part, on pouvait la transmettre où l'on voulait. Alors bien sûr, la personne payerait pour cette énergie reçue et elle payerait un abonnement en fait qui pourrait être limité dans le temps et renouvelé régulièrement. Et donc voilà le principe. Ça n'a rien à voir avec le moteur magnétique qui serait peut-être plus facile, en tout cas plus individualisable, hein, on va dire. Hein. Mais voilà, l'idée de ça, c'est ça. Est-ce qu'il existe Alors, y a-t-il plusieurs fréquences sur des appareils ondes scalaires comme des fréquences radio? Ça, on a répondu. Alors oui, il faut dire que pour ce qui est les ondes scalaires, en fait, c'est Constantin Mail, il a créé un appareil avec une porteuse, un peu comme une onde radio porteuse, si vous voulez. Et après, sur la porteuse, vous mettez toutes sortes d'informations. Et l'objectif, c'est ça, c'est de faire passer des informations dans le corps de la personne. Hein, l'information, on a dit, c'est extrait tissulaire, série de fréquences, musique, message subliminal, pourquoi pas, ou message clair. Par exemple, si demain je suis malade et j'enregistre moi-même avec ma voix un message très positif du genre je vais parfaitement bien, je suis en pleine forme, ma tête est réfléchie comme jamais, mon corps répond, je cours très vite, etc. Enfin bref, je suis en pleine forme, mon immunité vis-à-vis de tel microbe est exceptionnelle. Je me mets ça, j'enregistre ça pendant 30 secondes sur un petit message audio. Et ensuite, j'infuse ça dans l'appareil et je me le passe en boucle pendant un quart d'heure. Et pendant un quart d'heure, j'aurai le message enregistré avec ma voix. Donc, éthiquement, c'est correct, hein, c'est-à-dire que je me reconnais moi-même. Et alors, je peux aussi ne pas m'entendre, c'est-à-dire que je passe ça dans l'appareil et je ne m'entends pas, mais par contre, mes cellules, elles m'entendent parce que ça passe à travers les ondes scalaires et donc vous allez avoir une imprégnation du corps du message très positif sans que l'esprit dise non, c'est pas vrai, je suis pas si en bonne forme que ça, parce que en fait, si vous faites entendre un message trop positif ou très positif par votre cerveau, le cerveau il va douter, hein, parce que le cerveau, le mental, il doute toujours, hein, il va croire que c'est pas vrai. Alors en fait, si vous voulez vraiment être thérapeute, il vous faut shunter le cerveau et vous adresser directement aux cellules. Et donc, c'est ce qu'on peut faire avec les ondes scalaires. Vous voyez, donc, d'accord. Est-ce que ça passe sur la porteuse. Est-ce que les ondes scalaires sont-elles répertoriées, catégorisées suivant leurs propriétés? Ben, oui, tout à fait. Comment les propriétés, comme je vous le disais, c'est émise à distance sans faiblir, hein, donc pas d'amenuisement de la puissance avec la distance, premièrement. Traverser tout type de matériaux, y compris les cages de Faraday. Vous voyez, la forme de l'onde, elle est spirale et non pas sinusoïde. Vous voyez, donc tout ça sont au moins 3 propriétés évidentes. Et puis aussi, une propriété, c'est que quand vous émettez avec une antenne sphérique, vous émettez dans toutes les directions. Bon, mais si vous avez une autre antenne sphérique parfaitement identique à celle qui a émis,
qui est là et qui peut capter l'émission, à ce moment-là, l'antenne va diriger le flux, tout le flux vers elle. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est émis sera reçu 100% par la deuxième antenne, l'antenne de réception. Alors que s'il s'agit d'ondes sinusoïdes, d'ondes radio, eh bien, vous émettez avec une antenne en forme de bâtonnet, par exemple, et vous avez 1000 récepteurs autour de l'antenne en question qui peuvent recevoir à égalité de puissance l'émission en question, c'est-à-dire la porteuse plus l'information. Donc, D'accord. tout ça, ce sont des critères très, très précis en physique. C'est pour ça qu'on s'étonne que les physiciens, certains physiciens, pas tous, heureusement, certains physiciens doutent encore de l'existence des ondes scalaires. Alors demain, si un patricien utilise des ondes scalaires, comment il pourra les utiliser? Il faut rencontrer quelqu'un qui a ces générateurs d'ondes scalaires version Constantine Mile. Maintenant, il y en a d'autres. Hein, il y a d'autres générateurs. Bon, OK. Il faut voir en fait quels sont les résultats obtenus avec les uns et les autres. Mais donc, il faut vous adresser demander à vos praticiens de médecine naturelle autour de vous, ceux qui sont équipés avec des générateurs d'ondes scalaires. Et la qualité générateur d'ondes scalaires qui serait fabriqué par l'ingénieur Constantine Mile, c'est, je pense, la meilleure qualité parce que c'est toute petite quantité d'énergie, donc c'est très faible en puissance, mais la qualité, elle est vraiment très bonne, quoi, très, très forte. L'électronique est idéale, quoi, hein. Après, Et le reste sont des justement, copies. si un praticien souhaiterait s'informer, il va sur votre site internet pour avoir ces Ouais, informations? on a un site lecor-hologramme.com. Ok. Lecor, donc tout attaché, hologramme.com. Et là, il y a à la fois des informations sur les ondes scalaires, mais aussi sur la conséquence quelque part des ondes scalaires, comme je vous l'ai dit au tout début. Les ondes scalaires, elles nous traversent, elles ionisent pour une partie, enfin, elles dissocient pour une partie l'eau du corps et elles fabriquent de l'hydrogène et de l'oxygène. Depuis 20 ans, dans le monde entier, sauf en France, il y a des travaux sur cet oxygène et cet hydrogène. Par exemple, pour les patients Covid, il y a des travaux. Pourquoi? Parce que l'hydrogène en particulier est très antioxydant, donc il est donneur d'électrons. Donc, il est très anti-âge et donc très anti-inflammatoire. Donc, dès que vous souffrez d'inflammation X, Y ou Z, d'allergie, les yeux rouges ou les yeux avec du glaucome ou même de la dégénérescence maculaire, on a des cas là-dessus, vous pouvez appliquer l'hydrogène sur les yeux et vous avez une nette amélioration du syndrome inflammatoire. Il faut être persévérant, il faut faire ça plusieurs mois, mais ça fonctionne. Les patients Covid, vous avez des gens qui sont très inflammatoires, qui sont fatigués parce qu'ils ont beaucoup d'inflammation sur eux. L'inflammation, c'est de l'énergie perdue sous forme de chaleur, hein, donc c'est pour ça que les gens sont fatigués. Et alors, le truc, c'est de faire des traitements à base d'inhalation. Cette fois-ci, ce n'est pas appliqué sur les yeux, mais c'est inhalé. Comme on inhale l'oxygène à domicile, là, on inhale un mélange d'oxygène-hydrogène ou alors d'hydrogène pur, vous voyez. Et dans tous les patients Parkinson, les patients polyarthritiques, les patients cancéreux, les patients, enfin, il y a mille et une occasions pour les gens d'être inflammatoires. Tous les patients chroniques, par définition, le sont. Et ne croyez pas que ce soit une panacée pour guérir de tout, non. C'est par contre un outil qui peut être au centre de la plupart des stratégies puzzle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Donc, quand je vous ai dit, pour traiter un patient, par exemple, qui a le Parkinson, bon, ben, il a l'inflammation chronique du cerveau. Il a été pollué par des polluants, ça peut être des produits chimiques pour les agriculteurs, ça peut être d'autres problèmes. Il peut avoir des microbes également, hein, des virus comme Epstein-Barr ou Helicobacter qui sont à la source de ces maladies-là, ou des bactéries dans l'intestin. Donc, il faut faire une rénovation de l'intestin. Il faut être, pourquoi pas, antiviral avec des champignons antiviraux. Il faut avoir des plantes comme le mucuna ou même le CBD. Vous savez, le chanvre, dans sa fraction CBD, elle a de très bonnes capacités anti-Parkinson parce que ça calme le cerveau et donc ça diminue nettement
l'hypersensibilité que ces gens-là ont. Donc, vous voyez, il y a des méthodes à la fois biochimiques avec des plantes, et puis vous avez des méthodes physiques au rang desquelles l'acupuncture, bien sûr, mais aussi l'hydrogène. Si vous buvez 1 litre d'eau enrichie en hydrogène, c'est une troisième façon de prendre l'hydrogène, donc de boire de l'eau enrichie en hydrogène. Si vous buvez 1 litre de cette eau-là pendant 1 an presque, eh bien, au bout d'1 an et même avant, vous aurez une nette amélioration de tous les symptômes du Parkinson, c'est-à-dire les tremblements, la raideur, la fatigue, les difficultés à s'endormir ou à dormir, les douleurs dans les jambes. Vous voyez, ça, on le voit, on a des retours sur ça. Donc, ne me faites pas dire qu'avec l'hydrogène ou avec les ondes scalaires, on guérit tout. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Il faut, par contre, inscrire ces stratégies qui relèvent de la physique dans des puzzles thérapeutiques plus larges, plus complets. Et c'est là où intervient l'intelligence des médecins ou des thérapeutes qui ne sont pas que des prescripteurs de telles molécules, et puis c'est tout, ils n'ont rien compris, mais ils prescrivent quand même. Non, les thérapeutes qui ont face à eux des malades chroniques, il faut qu'ils aient à la fois l'approche du microbiote des intestins, à l'approche psychologique pour la gestion du stress et des émotions, environnementale pour savoir si chez vous, vous avez oui ou non une pollution électrique, si vous dormez proche des prises électriques ou si votre Wi-Fi est encore allumé la nuit ou des choses comme ça, vous voyez, donc, ou si vous vivez sous une antenne relais. Bon, ça, c'est vraiment très important. Après, vous devez vous muer en diététicien pour au moins éliminer les grosses erreurs de la diététique de tout un chacun. Donc, voilà, et c'est dans ce contexte-là que si vous voulez avoir un vrai effet anti-fatigue et anti-inflammatoire, vous pouvez utiliser l'hydrogène avec des générateurs d'hydrogène, ou vous pouvez utiliser, et ensemble d'ailleurs les deux sont possibles, les ondes scalaires avec des générateurs d'ondes scalaires. Donc nous avons importé à la fois les ondes scalaires d'Allemagne et cette fois-ci de Chine, parce que ce sont les plus avancés dans ce domaine-là, les générateurs d'hydrogène venant de Chine. Il y a un marché intérieur pour les générateurs d'hydrogène en Chine énorme. Tous les hôpitaux, toutes les cliniques là-bas sont équipés. Ils réaniment leurs patients Covid, par exemple, avec le mélange oxygène-hydrogène et non pas seulement oxygène. Vous voyez, donc c'est un autre paradigme, un autre monde, et le fait de sortir de France, ça nous permet de comprendre que ces gens-là sont assez avancés, même très avancés, et que nous, on est en retard. Bête, mais c'est comme ça. Oui. Est-ce que je suppose qu'il existe des centres de formation pour les praticiens? Oui, alors nous, on fait des séminaires de formation pour les ondes scalaires. Toujours pareil, vous pouvez déjà y accéder par le site lecor-hologramme.com. Ça s'adresse plutôt quand même aux thérapeutes parce qu'il y a un vocabulaire qui est assez, on va dire, médical ou physiologique là-dedans. Bon, ceci dit, on a eu des patients curieux qui ont acheté les séminaires et qui ont dit que c'était tout à fait possible de les suivre. Bon, ça, c'est une chose. Et alors, on est en train de les réécrire parce que comme maintenant, nous avons inclus les générateurs d'oxygène et d'hydrogène et que c'est un sujet absolument énorme, parce que c'est à l'origine de la compréhension des cancers et des maladies dégénératives, dont les Parkinson, Alzheimer et autres. Et donc, ça, je pourrais en dire un mot. Mais en tout cas, c'est un sujet énorme que l'hydrogène, les électrons et cette sécrétion de l'eau corporelle qui est l'électricité, notre électricité interne, eh bien, c'est à l'origine, je peux en dire maintenant 2 mots parce que j'en viens à parler de ça, c'est à l'origine d'un concept qui est notre recherche et qui va être à l'origine d'un petit livre que je vais écrire cet été. Donc, vous voyez, vous avez vraiment le scoop, pas tout à fait le scoop, mais vous avez la primeur, vos auditeurs ont la primeur, pour expliquer très simplement pourquoi le corps dégénère et se cancérise. C'est tellement simple que justement tout le monde se perd dans la multiplicité des symptômes, mais à l'origine de tout, justement, il y a cette fameuse carence en électrons qu'on appelle oxydation. Oxydation égale carence en électrons. Oxydation égale, c'est presque synonyme de dessèchement, donc perte d'eau, et vieillissement. Donc tout ce qui est à l'origine du vieillissement dans nos corps, on peut le décrire sous la forme d'une oxydation, c'est-à-dire d'une perte d'électrons. Donc, bien sûr, il est important de se
s'occuper de savoir où sont nos sources d'électrons, de façon à ce que si on en perd beaucoup, par exemple dans des émotions ou dans des pollutions diverses et variées, par exemple se faire irradier par des ondes radio toute la journée avec nos téléphones portables et autres, ça c'est une source de perte d'électrons et donc d'oxydation et donc de vieillissement. Ça c'est une des sources. Vous voyez, c'est une source très contemporaine, très moderne. Et bien donc, on a quand même de la ressource. Comme je vous le disais au tout début, notre flore intestinale est capable de produire, donc la flore à bifidum est capable de produire de l'hydrogène et donc des électrons. Sachez que Jeanne Calment, à 110 ans, elle avait une flore à bifidum, donc bifidum lactobacille, c'est notre flore de fermentation. Elle avait cette flore-là à un taux extraordinaire pour son âge. Normalement, ça baisse après 50 ans. Et quand vous avez moins de cette flore-là, de cette flore de fermentation, parce que vous ne mangez pas assez de fruits et légumes, parce que, enfin, mille raisons, vous avez du candida, le champignon candida qui va bouffer du bifidum, etc. Et bien, quand vous avez moins de cette flore-là, et bien, vous produisez moins d'hydrogène, donc vous êtes plus inflammatoire puisque vous avez moins de ces électrons qui sont anti-inflammatoires. Si vous vous hydratez mal également, imaginez, vous n'avez pas assez d'eau sur vous, et ben, la conversion en électricité va se faire moins bien. Et donc, si vous êtes desséché, vous êtes déjà en train de vieillir. Donc, je vous en supplie, vous tous qui m'écoutez, buvez vos 30 millilitres par kilo de poids idéal par jour. 30 millilitres par kilo de poids idéal par jour. C'est-à-dire que si vous faites 70 kilos, c'est 2 litres 100. Et si vous transpirez beaucoup parce qu'il fait chaud en été, vous buvez un peu plus, bien sûr. Hein. Donc, vous voyez, il faut s'hydrater et il faut cultiver son microbiote. Bon, mais imaginez que ces deux sources-là, et les aliments que vous prenez, qui soient les aliments fermentés, les jus de légumes frais, etc., qui sont riches en électrons aussi. Mais imaginez que ces sources-là soient défaillantes. À ce moment-là, le corps, il a l'intelligence de faire un petit cancer à droite, à gauche, qui est une fermentation. Donc, les cancers se privent d'oxygène et se mettent à fermenter. Et donc, fabriquent de l'acide lactique, c'est-à-dire des ions H+, et des ions lactates, qui sont des ions négatifs. Et on se retrouve avec le même schéma que l'hydrogène avec H+, et H-. Et donc, un cancer, au moins au début, quand il n'est pas trop gênant, c'est une tentative, et ça c'est notre discours, et une tentative de rattraper de l'oxydation galopante par ailleurs. Vous vous oxygénez, vous prenez de l'oxygène, d'accord, c'est très bien, c'est très rentable. Avec de l'oxygène, vous arrivez à griller un glucose et vous faites 36 ATP, qui est la molécule de l'énergie dans la cellule. Imaginez que votre cerveau, il fait 1,2 kg seulement et il va produire 18 kg par 24 heures de cette ATP, la molécule de l'énergie. Vous vous rendez compte, ça turbine sérieux, quoi. Hein. Donc, il faut à ce moment-là que le rendement soit idéal. Et pour que le rendement soit idéal, il faut que à chaque seconde, votre corps qui utilise de l'oxygène, il produit malheureusement aussi en sous-produit des radicaux libres pour une petite partie. Et ces radicaux libres doivent être neutralisés. Ils servent pour une partie, mais quand ils sont excessifs, il faut qu'ils soient neutralisés. On a des enzymes pour ça. Et pour que les enzymes soient actives, il faut qu'on prenne du sélénium, la vitamine C, ça s'appelle la superoxydismutase ou la catalase. Tout ça sont des enzymes qui neutralisent nos radicaux libres. Mais si on n'y arrive pas avec l'âge, avec une mauvaise micronutrition, avec toutes ces circonstances-là, où le stress, où on a trop de ces radicaux libres, à ce moment-là, donc, le corps, il s'oxyde, c'est-à-dire il perd ses électrons, et ne supportant plus cette situation, il se dit, bon, en attendant de vraiment m'oxyder complètement, je vais me faire un petit cancer qui, lui, au moins, n'utilise pas d'oxygène et va pouvoir compenser au moins localement cette perte d'électrons. Et c'est ce qui se passe. Et donc, si vous partez en vacances à ce moment-là, donc vous vous détendez, vous déstressez, vous changez d'alimentation, vous allez sur un lieu de vacances et vous allez prendre plus de pastèques, de concombres et de fruits frais. Et donc, vous allez avoir plus d'électrons. Votre flore intestinale à électrons, elle va être plus costaud. Voyez, vous vous hydratez de plus, vous avez enfin compris le message, vous vous hydratez plus. Donc, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de faire une source d'électrons supplémentaires et votre petit cancer, s'il disparaît. Vous voyez, il se désactive tout seul, il se fait ravaler. Et ça se passe dans votre corps
pendant des années, des années, des années, parce que votre corps, il sait compenser par un petit cancer les électrons qu'il n'a plus. Hein, bon. Et alors, s'il en a à nouveau par les deux sources officielles, on va dire, l'hydratation et la flore intestinale et les aliments fermentés, à ce moment-là, il ravale son cancer et il passe à autre chose. Mais si vous n'avez pas compris le message, que le cancer est là et que vous restez à boire très peu, avec une mauvaise micronutrition, vous ne mangez pas de sélénium. Bon, sélénium, c'est 3 noix du Brésil par jour, ce n'est pas grand-chose, vous voyez. Vous ne prenez pas assez de vitamine C, vous ne vous hydratez pas assez, etc. etc. Bref, vous avez divers… le clignotant cancer n'a pas été compris et donc à ce moment-là, vous continuez à vous dessécher et à vous oxyder. À ce moment-là, le cancer grandit et si on vous l'enlève à ce moment-là, eh bien, il repousse ailleurs. C'est ce qui se passe toujours. Hein. Souvent, on vous enlève un cancer à un endroit, 3 ans après, il récidive parce qu'on n'a pas compris en fait le message. Dans l'intervalle des 3 ans, vous avez le droit d'enlever le cancer, bien sûr, par chirurgie. Par exemple, moi, je vous ai dit qu'au début, j'étais un vétérinaire, j'ai fait de la chirurgie du cancer. Je suis un grand chirurgien sur les animaux, j'en ai fait des centaines. Bon, ok, mais ça marchait souvent. Un bon gros coup d'oxydation sur un cancer, c'est très bien. Chimiothérapie, radiothérapie, pourquoi pas. Mais à côté, il faut avoir compris le message et il faut donc s'hydrater, faire une bonne micronutrition, se déstresser, enlever les métaux lourds qui sont capables de bloquer vos enzymes antioxydantes, etc., etc. Donc, vous voyez, il faut faire des choses précises qui sont la médecine de terrain si vous voulez ne pas récidiver de votre cancer ou si vous voulez éviter tout simplement votre cancer ou si vous voulez être capable de ravaler assez rapidement un cancer en cours. Mais le cancer, c'est la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous, n'est pas un problème, c'est une solution. Je répète, parce que c'est important, on va peut-être finir là-dessus. Oui. Le cancer n'est pas un problème, c'est une solution trouvée par le corps en attendant que vous compreniez pourquoi il est arrivé, c'est-à-dire manque d'eau, trop de stress, métaux lourds et travail médiocre sur le microbiote. Donc, si vous faites tout ça, vous serez tranquille. Et surtout, entre deux, si on vous a enlevé un cancer, parce que vous avez souffert d'un cancer, eh bien, à ce moment-là, vous ne ferez pas la récidive parce que vous avez suivi ces consignes que je viens de vous donner. Hein, donc, microbiote, hydratation, micronutrition intelligente, déstress, chélation des métaux lourds, etc., etc. Donc, tout ça, c'est la médecine de terrain. Et ça, c'est un message majeur parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les instituts sont anti-cancer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez un cancer sur vous, hop, ils se précipitent sur vous et ils vous enlèvent le cancer. Mais ils ne font pas le reste. Et donc, les cancers récidivent. Eux, ils sont intéressés uniquement avec les molécules de chimiothérapie le plus souvent ou des méthodes qui sont pourquoi pas très utiles. Hein. Attention, je n'ai pas dit que c'était inutile. J'ai dit que quand un cancer est là, il faut le brûler, pourquoi pas. Et là, il faut le suroxyder. Mais il faut antioxyder à côté et faire en sorte cette médecine de terrain, mettre en œuvre cette médecine de terrain. Et pour les maladies dégénératives comme les Alzheimer, Parkinson, c'est pareil, sauf que les cellules, elles n'ont pas le courage quelque part de se cancériser. Elles se disent, bon, allez hop, j'ai pas assez d'oxygène, j'ai plus la capacité d'encaisser de l'oxygène sans m'oxyder trop. À ce moment-là, hop, je switch, je meurs. Et donc, la mort cellulaire, c'est une réponse aussi à un stress et des conditions d'environnement pour la cellule qui sont mauvais. Enfin, vous voyez, donc, globalement, ce sujet de l'énergie nous a fait réfléchir à des choses très importantes. Et la bonne biologie comme la bonne médecine se conçoit avec des solutions de la biochimie, mais aussi de la biophysique. Si vous oubliez l'un et vous pratiquez l'un et vous oubliez l'autre, à ce moment-là, vous êtes sûr de ne pas comprendre beaucoup de choses. Mais il faut faire les deux. À ce moment-là, c'est très, très, très fertile, très, très fécond, on va dire. Hein. Tout à fait. Voilà. Ok, docteur, donc on va arriver à un terme de notre interview. En général, mes invités, je leur laisse le dernier mot de la fin. Donc, je vous laisse pareil pour vous le dernier mot de la fin. Ben, écoutez, je souhaite que le public que je remercie ce soir d'avoir eu la patience d'écouter jusqu'au bout. Donc, ce public retienne vraiment cette maxime que le corps est intelligent,
qu'ils trouvent des solutions et que nous, ce que nous voyons comme des choses, des problèmes, en fait, ne sont pas forcément des problèmes, ce sont avant tout des solutions. Il faut comprendre le langage du corps et corriger de façon en observant les lois, on va dire, de la biologie et non pas les lois du commerce international. Et donc, il faut comprendre ces lois de la biologie et les appliquer. Et c'est ce que font, heureusement, de plus en plus de médecins. Et donc, moi, en tant que témoin et en tant que biologiste qui a 40 ans de bouteille et plus, je vais m'appliquer à expliquer cette biologie au plus grand nombre, à la fois le grand public, qui pourra comme ça réclamer cette bonne biologie et cette bonne médecine auprès de son médecin, et aussi, bien sûr, pour les scientifiques, les thérapeutes, les médecins, ceux qui sont en face des malades et qui doivent être nourris en bonnes informations. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, moi, je vais rajouter, je vous remercie déjà d'avoir accepté mon invitation et je conseille de partager la vidéo et de la réécouter surtout. Et vous restez encore quelques minutes avec moi. Je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Très important sur tous les réseaux. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt et bonne soirée à tout le monde aussi. Au revoir.